Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4. Alors cette table ronde est bien carrée, rectangulaire même. Et je crois qu'après ce tour d'horizon que nous avons fait, ce tour du monde de l'art, il me semble qu'on reste imprégné d'énormément de choses qui résonnent aujourd'hui, qui font notre monde, de choses qui font notre monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a parlé beaucoup des années 20, des années 30, on a parlé d'histoire. Et il me semble, en terminant là aujourd'hui avec vous, Jean-Pierre Humaine, qu'on a débordé, et qu'à chaque fois on a débordé, on a un écho dans notre monde d'aujourd'hui. C'est le thème de notre année, c'est où va la psychanalyse. Et cette journée s'organisait en pensant pas seulement d'où elle vient, mais de quoi la psychanalyse est imprégnée. L'actualité du surréalisme n'est plus à démontrer. L'actualité du surréalisme, ce sont les expositions, c'est le monde tel qu'il est vécu par les créateurs aujourd'hui, qui très largement s'inspirent et s'inscrivent toujours dans ce mouvement du surréaliste. On a fait un certain aperçu, on n'a pas cité tout le monde, mais vous avez cité les lettristes, on a cité l'international situationniste, on n'a pas cité Fluxus, on n'a pas cité tellement TXT, on n'a pas cité tellement d'autres mouvements qui sont toujours complètement d'actualité. Jean-Jacques Lebel est toujours complètement d'actualité et la psychanalyse est totalement d'actualité. Alors ces mouvements et ces bouleversements, ces choses, parler de révolution, il me semble qu'on a fait pas seulement un tour, mais qu'on poursuit notre tour, qu'on poursuit sous ce double aspect conscient-inconscient. On a vu cette route qui est éclairée par l'histoire de l'art, par les artistes. C'est eux qui anticipent, comme l'a dit Freud, comme on l'entend maintenant, donc comme on l'entend très bien, c'est eux qui anticipent là où va la psychanalyse. C'est eux qui nous disent de quoi on est fait, de quoi retourne cet inconnu, qui nous constitue, cette impossibilité qui nous constitue. Alors, question tout simplement, on a entendu parler de l'or, on a entendu parler de musique, de breton, ce que chacun a pu entendre et a éventuellement comme question à poser à l'autre. Daniel, Non, ont été évoqués donc aujourd'hui les rapports entre le surréalisme et la psychanalyse. Moi, ce que je voudrais donc, avant peut-être de lancer le débat avec les personnes à la table et les publics surtout, n'oubliez pas de poser des questions, pointer un point de non-rapport. Il y a eu un point de non-rapport entre le surréalisme et la psychanalyse. Et ce point de non-rapport, il porte sur un nom, un simple nom, mais ce n'est pas n'importe quel nom. C'est le nom de James Joyce. Vous savez sans doute qu'un des derniers séminaires de Lacan s'appelle Joyce le symptôme. C'est un des plus beaux, c'est un séminaire très important. Lacan accueille Joyce. Il dit que Joyce est désabonné à l'inconscient. Il dit que Joyce est allé tout droit à ce qu'on peut attendre de mieux d'une analyse. Et la lecture de Joyce, qui lui a été conseillée, je crois, par Philippe Solers, qui lui disait de lire Joyce plutôt que Gide. Bon, c'était très fructueux. Et ça infléchit toute la fin de l'enseignement de Lacan, même sa clinique. Voilà, donc voilà pour ce qui est de la psychanalyse et de Joyce. Malheureusement, en amont, les choses ne sont pas passées de la même façon. À savoir que, au moment où Joyce a sorti Ulysse, simplement, c'était déjà énorme. Les deux mouvements de pensée les plus importants de l'époque, c'est-à-dire le marxisme et les surréalistes, nos amis les surréalistes, ont complètement rejeté Joyce. Lors du premier congrès des écrivains soviétiques en 1934 à Moscou, le stalinien Radek n'a rien trouvé de mieux à dire à propos non pas de Finnegenswijk, de Ulysse, qu'il s'agissait là d'une fantasmagorie de maison de fous et que c'était un tas de fumier sur lequel grouillaient des vers. Bon, de la part des staliniens, ça n'a rien d'étonnant.
Ce qui est plus embêtant, c'est que tant de la part de Breton que de la part d'Aragon, il n'y a guère que Soupeau qui est peut-être en dehors, puisqu'il a essayé de traduire Anna Livia Pluriabel. Il y a eu le silence, il y a eu un rejet de la part des surréalistes. Il faut quand même le dire, c'est comme ça. En 1953, Breton, alors que Finnegan's Wake, cette énormité, le monstre, comme l'appelait Joyce, était déjà sorti depuis au moment de la guerre, Breton trouve simplement à dire que bon, il y a un procédé d'imitation de la part de Joyce, et que Joyce finalement s'inscrit dans la lignée des écrivains réalistes expressionnistes, quoi. Je dirais c'est presque délirant quand on connaît l'énormité de Finnegan's Wake. Voilà. Donc ça, c'est malheureusement à la décharge. La charge plutôt des surréalistes qui n'ont pas été en mesure d'accueillir la nouveauté de Joyce. Pourquoi ? D'après moi, tout simplement parce que les surréalistes prenaient confusément la mesure de ce que l'écriture de Joyce excédait bien plus l'écriture surréaliste. Hein. Moi, ça n'enlève rien. Et si nous sommes là aussi aujourd'hui, c'est parce que nous sommes intéressés par le surréalisme, par la beauté de la prose de Breton, les poèmes enflammés de Perret ou de Desnos. Mais Joyce est resté en travers de la gorge des surréalistes, et ça, je tenais à le dire, c'est pas plus grave que ça. Alors que Lacan, lui, a eu l'intelligence et une fois de plus le génie de prendre la mesure de l'importance de Joyce. Voilà tout ce que j'avais à dire de mon côté. Je veux bien dire quelque chose. Oui, ça marche. Oui. Ça marche. Oui, votre remarque est très passionnante, puisque l'enjeu aussi de telles réunions et études, c'est de savoir comment nos propres entreprises vont dans une impasse, se clôturent ou pas. Je trouve qu'il y a là quelque chose. Par exemple, on ne peut pas dire, pardonnez-moi, que l'entreprise lettriste n'ait pas abouti à une impasse, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Et nous, qu'est-ce que nous devenons, qu'est-ce que nous faisons? C'est tout à fait intéressant. Par rapport à Jean-Jacques Lebel, qui est un ami de longue date, ce qui est passionnant chez lui, c'est le parcours. C'est-à-dire, il a été élevé à New York, avec Aube Breton, a connu Breton, et il est un historien de l'art et des idées hors pair. Et il fait comme une espèce de fil qu'il est très important, à mon avis, de lire dans ses réinterprétations multiples. Mais ce qui est intéressant, effectivement, que ce soit dans l'analyse, avec les sociétés de psychanalyse, avec les livres que nous pouvons écrire et que d'autres écrivent, c'est qu'est-ce que nous touchons? Mais bien sûr que le lettrisme a été très certainement une impasse. Et en même temps, c'était peut-être une impasse nécessaire. Oui, absolument. Voilà, Gerasim Luca a introduit quelque chose. Il y a eu ça a résonné. Et ne serait-ce que pour reprendre le signifiant ou la lettre, il y a un retour à la lettre de Lacan. Est-ce que ça vient du lettrisme? Certainement pas. Pas le lettrisme tel qu'il s'est développé. Mais il y avait quelque chose, une tentation, une tentative en tout cas, d'aller explorer quelque chose de ce côté-là. Et ce sont l'ensemble de ces mouvements, y compris les impasses, qui ont désigné peut-être certaines des avancées qu'on a pu connaître, nous, et que... Bon, Lacan, puisque c'est Lacan qui nous inspire beaucoup, qu'on a pu suivre. Et Salvador Dali aussi est en impasse. Il a été vilipendé, il l'est toujours. C'est Avida Dollars, c'est un fasciste, voire un nazi. Il a parlé d'Hitler, n'est-ce pas? Comment il a parlé d'Hitler? Il a parlé d'Hitler en disant que le dos grassouillet d'Hitler, n'est-ce pas, lui donnait l'envie d'y piquer une fourchette. Il était toujours... Et bien, tiens, du reste, son bouquin Recettes de gala, son bouquin de cuisine vient de paraître à Salvador Dali. Il s'en sortira peut-être par là. Mais sinon, effectivement, je pense que son importance est complètement méconnue. On en fait une espèce de bouffon à l'usage des médias. Moi, je ne vous cache pas que personnellement,
Salvador Dali dit de lui-même qu'il est un génie. Personnellement, je le crois. Hein. Salvador Dali dit que la différence entre lui et un fou, c'est que lui n'est pas fou. Eh ben, Salvador Dali a raison. Il faudrait bien, effectivement, qu'on se persuade que c'est pas du tout une impasse, Salvador Dali. C'est simplement qu'il était placé, à mon avis, dans un certain contexte, qui l'a entraîné à bouffonner, faute de pouvoir convaincre. Hein. Voilà l'affaire. Mais bien entendu, comme toutes les impasses, moi j'ai le sentiment qu'il faut absolument que les choses soient en impasse pour pouvoir continuer. Tout à fait, c'est toucher un point d'impossible. En quelque sorte. Voilà. L'impasse est nécessaire. Je témoignerai juste pour moi-même du lettrisme. Qu'est-ce que ça a pu évoquer pour moi quand j'étais juste post-adolescent? Le lettrisme, quel mystère, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Je n'y comprenais pas forcément grand-chose, mais je suis allé plonger les yeux là-dedans. J'ai essayé de regarder, d'écouter. C'était assez étonnant, assez bizarre. Après, ça rebondit. Après, on passe peut-être à autre chose. Hein. Mais c'est une impasse nécessaire. Oui, alors moi je voudrais vous poser une question. Lorsqu'on lit Nadja de Breton, à un moment, Breton dit que, bon évidemment, il fait un procès virulent contre la psychiatrie, et il dit que si Nadja avait pu avoir été entre les mains de psychanalystes, son destin aurait été tout autre. Il pense qu'il y aurait eu réparation. Alors est-ce que c'est une idée qui est dépassée? Est-ce qu'il faudrait la voir à un autre niveau, à un second niveau? Ça m'intéresserait d'avoir votre opinion, Madame d'Estribats. Vous me posez une question très, très difficile, comme si on pouvait reconstruire l'histoire. Hein? C'est surtout la véracité de la... Excusez-moi, il s'agit surtout de savoir si on peut porter foi à ce que dit Breton dans ce livre. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi voilà, pas? C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi pas? Mais lui-même n'a pas, j'allais dire, suivi ce qu'implique la position du psychanalyste, c'est-à-dire le silence. Et on ne précipite pas quelqu'un d'aussi fragile. D'ailleurs, il avait tout à fait jaugé la fragilité de Nadja. Cette rencontre a duré 9 jours. C'est tout. Hein. Il a tout de suite vu, et c'est ce que j'essaie de décrire au début du livre, il a tout de suite vu de quoi il s'agissait. Mais il n'a pas pu s'empêcher de faire de cette femme le lieu d'un savoir inconscient. Ce qui est extrêmement dangereux, ce que ne fait pas un psychanalyste, même si nous supposons en écoutant un patient que c'est lui qui sait, c'est le patient qui sait. Mais nous ne sommes pas dans l'avidité de ce savoir. Hein? Et il y a aussi des règles de prudence qui sont de ne pas conforter la demande de coïncidence, la demande de sens, la demande de connivence, n'est-ce pas, dans de semblables cas. Aurait-elle pu être, je ne sais pas dire, sauvée ou stabilisée? Ça, nul ne le sait. Il y a eu aussi d'autres imprudences qu'on peut lire dans les correspondances dans ce milieu, c'est-à-dire il l'avait produite dans les cercles surréalistes comme quand même quelqu'un d'étonnant. Il l'avait laissé être, parler au milieu de ce cercle dont vous avez montré les peintures ou les photographies. C'était éminemment dangereux de la mettre au centre de tous les regards comme cela. Hein? Voilà. Oui. Un tout petit mot concernant la possibilité de psychanalyse, se souvenir de ce que disait Lacan à ce propos, à savoir qu'il n'y a, devant une demande, et maintenant y compris d'un psychotique, il n'y a pas à se dérober. Il n'y a pas à se dérober. Mais là, ce qu'on peut espérer
pouvoir faire, c'est de se faire le secrétaire des psychotiques. Ça ne va pas plus loin, mais je pense effectivement que ça met un petit peu à l'abri d'une inflation qu'on pourrait vouloir démiurgique, n'est-ce pas? Il y a peut-être aussi dans Nadia ce qui est des prémices de peut-être plus tard l'enseignement de Lacan, justement du côté des psychoses, qui est venu quand même 20 ans, 30 ans plus tard. Ça veut dire qu'il fallait aussi découvrir, en savoir plus peut-être sur la question de la psychose, ce qui n'était pas encore le cas. Il a fallu aussi les erreurs de Freud, que Freud prenne l'homme au loup pour, etc., qui se trompe dans ces cas cliniques, pour que du côté de la psychanalyse, pour qu'après Lacan puisse en sortir encore autre chose de ces cas supposés erronés, de ces erreurs éventuelles de Freud. Et c'est là où Breton a beaucoup de talent, c'est que justement on voit, vous le montrez, qu'il y a en prémisse toute une approche de la psychose, enfin une compréhension dans l'après-coup, y compris après le ratage. Et c'est ça la force qu'il y a dans ce texte et dans ce que vous montrez, dans votre lecture, hein, dans ce que vous en dites. Oui, d'une certaine manière, effectivement, il lui rend hommage après coup. Il lui rend hommage après coup. Et il y a aussi dans ce texte la préfiguration de ce que Lacan écrira dans la lettre volée, c'est-à-dire la lettre détournée. La lettre détournée, retardée, et qu'avait anticipé Breton, où un avion s'écrase sur une plage comme une sorte de reste de ce qui s'est élaboré, mais tout de même avec une mort. Voilà. Je crois que... Là, ça y est, je crois que ça marche. Hein, ça marche. Ce qui m'a paru particulièrement fort, même incisif dans cette passionnante journée, c'est la démonstration de l'autrement. Je pense que nous avons entendu que autrement est possible, et la question, effectivement, bon, essentiellement pour le psychanalyste, hein, mais pas que pour le psychanalyste, pour aussi dans le quotidien, pour tout le monde, entendre autrement, parler autrement, découvrir de manière à ce qu'il y ait des espaces autres qui s'ouvrent. Et je crois que ce choix aujourd'hui de ce thème surréaliste, c'était un choix particulièrement judicieux qui a permis cette démonstration de l'autrement. Y a-t-il une réponse surréaliste de la psychanalyse, d'après vous ? Moi, j'ai essayé d'en donner une un peu en forme de boutade. Psychanalytique, le surréalisme. Il y a des questions qui doivent rester sans réponse, hein, certainement. Mais il y a la dimension de provocation du surréalisme doit ou devrait en tout cas rester toujours imprégnée dans la psychanalyse, ce qu'elle perd parfois un peu de vue, cette provocation de quelque chose, d'une provocation pour une éventuelle réponse, du un par un, chacun pour soi. Il y a quelque chose d'une provocation. Et là, il me semble, moi, dans l'idée qu'il y a quelque chose de commun avec le surréalisme, c'est d'aller provoquer, d'aller susciter quelque chose. Oui, c'est juste. Je crois que le mot à la mode des années 68-70, qui était subversion, n'était pas du tout du même ordre. Hein, moins radical. Et
mais c'est aussi à nous de ne pas faire de ce que nous lisons ou de ce que nous voyons quelque chose de muséal. Ce qui est en train d'arriver pour le surréalisme, hein, c'est-à-dire tout le monde admire, mais on n'a pas touché, je trouve, l'espèce d'ascèse que ça représente. Hein, quand il parle de la métaphore, c'est qu'il y a une immensité désertique entre un signifiant et un autre. C'est pas du tout quelque chose qui est pris dans le lyrisme imaginaire. Voilà. Est-ce que la réponse à la question surréaliste, la psychanalyse, est-ce que ça pourrait être le rêve? Moi, je ne connaissais pas le menu de la journée. En venant ici, je m'attendais à entendre beaucoup parler du rêve dans la psy. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire le point commun qui est entre la psychanalyse et le surréalisme, c'est que le surréalisme, c'est le rêve, c'est-à-dire même le contenu manifeste du rêve qui est absurde, et donc qui est involontairement produit par le sujet endormi, et que les surréalistes ont volontairement, fait des rêves manifestes, sans que, on pourrait dire, le surréalisme c'est un immense rêve manifeste, sans qu'il y ait de contenu latent, sans les pensées latentes des rêveurs, disons, conscients et volontaires, que sont les surréalistes à produire du rêve manifeste, sans contenu latent. Voilà, c'est ça que je crois que c'est le contenu latent qui a été volontairement, disons, toutes les productions poétiques et même picturales sont du rêve manifeste, sont des rêves manifestes des auteurs disons, des contenus manifestes pratiqués par des rêveurs éveillés, si on peut dire, comme disait Bachelard. Pour répondre, pardon, je trouve que c'est une bonne question, mais une des réponses possibles, c'est que les surréalistes ont espéré du contenu latent, puisqu'ils ont envoyé, le Breton et compagnie ont envoyé des tas de lettres à Freud en disant « Voici des rêves, monsieur Freud, expliquez-nous ce que ça veut dire. Oui, » Et Freud a dit mais Freud a dit « Non, c'est pas possible. » Mais vous savez très bien que c'est pas... Le psychanalyse n'interprète pas les rêves, mais c'est le sujet lui-même qui associe chaque détail du contenu manifeste du rêve et par les pensées latentes qui viennent, qui est associé, qui sont éveillées par un détail, et que l'analyse, le contenu latent, finalement aboutit à la découverte ou à la prise de conscience du désir qui s'accomplit dans le rêve. Tandis que là, par exemple, dans un tableau de Dali, on ne voit pas le désir qui s'accomplit. Certainement qu'il y a un désir chez Dali quand il peint un tableau, mais on ne le voit pas. Le désir, la réalisation du désir qu'est un tableau de Dali n'est pas visible. Il reste inconnu. C'est des rêveurs, comme on pourrait dire, volontaires et conscients. C'est ça, je crois. Peut-être répondre à la question de madame qui posait une question sur le rêve. Pourquoi on n'en a pas beaucoup parlé du rêve? Mais c'est aussi parce que beaucoup d'entre nous sommes lacaniens. Et Lacan ne disait pas que la voie royale de l'inconscient passait par le rêve. Il a été beaucoup plus subversif ou provocateur, ça je n'en sais rien, mais beaucoup plus radical plutôt que subversif, Lacan. C'est-à-dire que chaque syllabe pouvait donner accès à l'inconscient. Chaque connexion entre les mots et même les syllabes pouvait donner accès à l'inconscient, et pas seulement le rêve. Voilà. Chaque lettre. Hein. Oui. Et la voix, dans la voix aussi, comme on l'a entendu avec la musique, dans la voix, il y a ce que lui appelle la pulsion invocante. Il y a quelque chose qui invoque, qui appelle le sujet. Il y a quelque chose qui l'interpelle. Hein. Ça, c'est dans la voix aussi. Et ça, c'est Lacan. Dans la parole, même en déstructurant, en allant découper, enfin entendre ce qu'il y a sous la parole, sous le son, comme tu l'as dit toi-même tout à l'heure, hein, ce qu'il y a en dessous, derrière.
Oui, pour rebondir sur ce que disait Madame Lacote à l'instant, il me semble que dans le dernier enseignement de Lacan, beaucoup plus que le rêve, dans la conception de l'inconscient réel, c'est le lapsus. C'est le lapsus qui est la voie royale à l'inconscient. C'est le lapsus qui n'a aucune espèce de sens, qui témoigne qu'on est dans l'inconscient réel. Voilà. Et c'est vrai que le rêve est passé un petit peu, fait partie des associations de l'analysant, mais sans plus, quoi. Ce que je voulais dire, c'est que à ce moment-là, sur le lapsus, il l'appelle l'unbevu, qui est un jeu de mots sur l'unbewusst. Enfin, l'inclusion. Je pense que ce que Lacan a fait tout au long de sa vie, c'est de prospecter, de chercher et de savoir qu'effectivement, ça n'aboutissait pas à des choses profondément, totalement satisfaisantes. C'est-à-dire que nous nous trouvons bien là, dans quelque chose qui nous échappe. Et puisqu'il y a quelque chose qui nous échappe, on peut tourner tout autour avec, je ne veux pas dire des outils, surtout pas, mais je voudrais dire avec des sensibilités qui se développent à partir de certaines pensées. Lacan n'a pas eu une pensée, il a eu des centaines de pensées. Et je crois que le psychanalyste va se nourrir de toutes ces choses-là, va se nourrir, et quand il entend quelque chose de son analysant ou de son analysante, je crois qu'il va ressentir quelque chose qui va faire qu'il va, à son insu, renvoyer quelque chose d'autre de ce qui vient d'être perçu. Donc, insatisfaisant, insuffisant, incomplet, mais c'est avec cela que nous avons affaire. Et si insatisfaisant, incomplet deviennent des interrogations savoureuses, à ce moment-là, quoi que dise l'analysant ou l'analysante, il y a une possible ouverture. Ouverture qui va marcher, ouverture qui ne va pas marcher. Mais en attendant, il peut y avoir là le mouvement de la pensée qui va donner ces possibles. Pour conclure, il me semble, cette riche journée, merci à chacun d'être venu et d'avoir exposé avec tant de pertinence, tant de force, des choses aussi fortes, aussi intéressantes, et qui ont bien résonné de l'un à l'autre, il me semble, qui ont eu un écho réel. Et ce que je voudrais juste rappeler, c'est que notre année est consacrée maintenant à où va la psychanalyse, c'est-à-dire cette porte qu'on a peut-être ouverte ou maintenue ouverte, qu'on maintient ouverte. Voilà. Où va la psychanalyse aujourd'hui ?